Mon père a levé son verre de champagne lors de sa fête de 70 ans, le cristal captant la lumière du lustre massif au-dessus de nous. 200 invités se sont tus alors que Preston Harwick commandait la salle avec la même autorité qu'il avait exercée sur son empire commercial pendant 40 ans. Il m'a regardé directement, et j'ai su que quelque chose de terrible allait arriver. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette célébration, j'ai une annonce à faire concernant mon héritage, a-t-il dit, sa voix portant cette nuance de cruauté familière que je connaissais depuis l'enfance. Comme vous le savez, je prends ma retraite de Harwick Industries, et il est temps de passer le flambeau à la prochaine génération. La salle bourdonnait d'anticipation. Mes frères, Roderick et Sterling, ont redressé leurs épaules, savourant déjà leur triomphe. Ils se tenaient près du grand escalier comme des princes attendant leur couronnement, leurs femmes scintillant de diamants à leur côté. À mon fils aîné, Roderick, a poursuivi mon père, en faisant un geste vers mon frère, qui s'est avancé avec un sourire étudié. Je lui laisse la division de fabrication, les propriétés dans le Connecticut et à Palm Beach, la flotte de yachts et 18 millions de dollars d'actifs liquides. Tu as gagné chaque centime en étant à mes côtés pendant 15 ans. Les applaudissements ont éclaté. Roderick a levé son propre verre, son sourire s'élargissant tandis que les membres du conseil d'administration et les investisseurs acquiesçaient leur approbation. Sa femme Camilla a embrassé sa joue pour les caméras qui documentaient ce grand moment. À Sterling, mon deuxième fils, la voix de Preston a tonné avec fierté, reviennent les opérations européennes, nos participations internationales, le Penthouse de Manhattan, la collection d'art évaluée à 12 millions de dollars et encore 18 millions de dollars en espèces. Votre vision de l'expansion mondiale s'est avérée inestimable. Encore plus d'applaudissements. Sterling a fait une fausse révérence, s'imprégnant de l'admiration, tandis que sa femme lui a chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire encore plus largement. Je me tenais dans le coin arrière, l'estomac noué, sachant ce qui allait arriver mais espérant me tromper. Et maintenant, a dit mon père, sa voix changeant, devenant plus aiguë, plus froide. Nous en arrivons à mon plus jeune fils, dit-on. Tous les yeux dans la salle se sont tournés pour me trouver. Je sentais leurs regards comme des aiguilles, certains curieux, d'autres brillant déjà de l'anticipation du sang dans l'eau. Preston s'est approché de l'endroit où je me tenais, chaque pas délibéré, théâtral. Dit-on, qui a rejeté l'entreprise familiale pour jouer au docteur pour animaux de ferme? Dit-on, qui a jeté toutes les opportunités que je lui ai données pour poursuivre un rêve infantile de sauver les animaux errants et le bétail? Il a fait une pause, savourant l'instant. Dit-on, qui a choisi la pauvreté plutôt que la prospérité, le sentiment plutôt que le succès? La salle était devenue complètement silencieuse. Même le personnel de service s'était figé, les plateaux d'argent parfaitement équilibrés. À toi, dit-on, je laisse exactement ce que tu as apporté à l'héritage de cette famille. Il a levé son verre plus haut. Rien. Pas un seul centime, pas une propriété, pas même un siège au conseil d'administration que tu as rejeté il y a 10 ans. Tu n'as jamais été digne du nom Harwick. Et ce soir, tous ceux qui sont ici sont témoins de cette vérité. Le silence a duré 3 battements de cœur. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Juste une personne au début, puis une autre. Puis toute la salle a éclaté en applaudissements comme si elle venait d'assister à une brillante performance. Les partenaires commerciaux de mon père ont ri ouvertement. Mes frères ont trinqué ensemble en signe de célébration. Même ma tante Meredith, qui avait toujours été gentille avec moi lors des réunions de famille, a détourné le regard lorsque j'ai croisé son regard. Un toast, a lancé Preston, sa voix triomphante. À ceux qui construisent des héritages, et à ceux qui apprennent le prix de s'éloigner de la grandeur. La foule a répondu en rugissant, les verres de champagne se levant à l'unisson. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte, mes jambes fermes malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Roderick porter sur la célébration. Tu aurais dû écouter papa, petit frère. J'espère que ces cabots te tiendront chaud la nuit. Puis le rire de Sterling. Au moins, il est cohérent, choisissant toujours le camp des perdants. Le sol en marbre du hall d'entrée a résonné sous mes pieds. Ma main a atteint la massive porte en chêne lorsque j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Pas en criant, juste en parlant avec urgence, doucement. Dit-on, attends, s'il te plaît, juste un instant. Je me suis retourné pour voir Walter Grimby, l'avocat de ma famille depuis 40 ans. Son visage avait l'air différent de la foule à l'intérieur, marqué par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la sympathie?
De la culpabilité? Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que nous étions seuls, puis a fouillé dans la poche de sa veste. Votre mère, Vivien, a-t-il dit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle savait que ce jour viendrait. Elle s'y est préparée il y a 20 ans, avant de mourir. Il a sorti une enveloppe manille épaisse de documents, scellée avec de la cire Bordeaux portant les initiales de ma mère, VBH, Vivian Brennan Harwick. Mes mains étaient engourdies lorsqu'il l'a pressée dans les miennes. Elle m'a fait jurer sur ma vie, dit-on, sur ma vie et celle de mes enfants, que je te donnerai ceci ce soir, pour le 70e anniversaire de ton père. Pas un jour avant, pas un jour après. Ce soir. Ses mains usées tremblaient légèrement. J'ai porté ce fardeau pendant 20 ans, et maintenant c'est le tien. Walter, qu'est-ce que c'est? La vérité, a-t-il simplement dit. Tout ce que ta mère voulait que tu saches quand le moment serait venu, quand tu pourrais le gérer, quand tu en aurais le plus besoin. Il a serré mon épaule, ses yeux remplis d'une vieille tristesse. Ne l'ouvre pas ici. Va dans un endroit sûr. Et dis-con, quoi que tu décides de faire après l'avoir lu, sache que ta mère t'aimait plus que sa propre vie. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et a marché vers la fête, me laissant debout dans l'embrasure de la porte tenant une enveloppe qui me semblait soudain aussi lourde que le monde. À travers les fenêtres, je pouvais voir mon père rire avec ses invités, mes frères posant pour des photos avec leurs femmes, tout le monde célébrant la destruction de ma place dans la famille. Ma mère était décédée depuis 20 ans, emportée par le cancer quand je n'avais que 12 ans. Elle avait été la seule personne dans ce manoir à m'avoir jamais montré un amour véritable, qui avait encouragé mes rêves de devenir vétérinaire, qui m'avait dit que la gentillesse était une force, pas une faiblesse. Maintenant, 2 décennies après sa mort, elle tendait la main depuis l'au-delà la nuit même où mon père m'avait publiquement renié. Je me suis dirigé vers mon camion, l'enveloppe brûlant dans mes mains. Le son des rires et de la musique de la fête m'a suivi dans la nuit. Assis sur le siège du conducteur, je pouvais voir la lueur chaleureuse des fenêtres du manoir, pouvais imaginer mes frères planifiant déjà comment dépenser leurs millions, tandis que mon père se prélassait dans sa victoire finale sur le fils qui avait osé choisir son propre chemin. Mais j'avais quelque chose dont il n'était pas au courant. Un message du seul parent qui m'avait jamais vraiment aimé. Mes doigts ont tracé le seau de cire, sentant l'empreinte des initiales de ma mère, et je me suis demandé quelle vérité pouvait bien avoir de l'importance après 20 ans de silence. La première ligne de sa lettre allait tout changer. Mais à cet instant, assis dans l'obscurité à l'extérieur du manoir de mon père, je n'étais qu'un fils rejeté tenant les derniers mots d'une mère que j'avais à peine eu le temps de connaître. 3 semaines avant ce cauchemar de fête d'anniversaire, je pratiquais une intervention chirurgicale d'urgence sur un Golden Retriever qui avait été heurté par un camion. La propriétaire du chien, une mère célibataire nommée Janet, était assise dans ma salle d'attente avec ses 2 enfants, pleurant parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer la totalité de l'intervention. Je lui ai dit que nous mettrions au point un plan de paiement, peut-être $20 par mois, tout ce qu'elle pourrait gérer. C'est ce que je suis. C'est la vie que j'ai choisie. Et malgré ce que pense mon père, je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Ma clinique vétérinaire est située sur 5 acres juste à l'extérieur de Denver, dans le Colorado, à peu près aussi loin de la propriété de ma famille dans le Connecticut que je pouvais aller sans quitter le pays. J'ai acheté la propriété il y a 6 ans en utilisant le petit fonds fiduciaire que ma mère avait créé pour moi avant de mourir. Ce n'était pas grand-chose, peut-être $70 000, mais c'était suffisant pour un acompte. Tout le reste, je l'ai construit moi-même, impatient à la fois, une journée de 16 heures après l'autre. Le matin où l'invitation est arrivée, j'étais en train de castrer un étalon au Morrison Ranch. Mon assistante, Beth, s'est rendue sur le terrain en agitant une enveloppe comme si elle était en feu. « Ceci vient d'arriver par coursier », a-t-elle dit. Un type en costume conduisant une Mercedes. Il a dit qu'il devait la remettre en personne. L'enveloppe était tout ce que mon père représentait, cher, ostentatoire et froid. Du papier cartonné ivoire si épais qu'on pouvait se couper avec. Ses initiales en relief en or, le genre de choses qui coûtent probablement plus cher que l'épicerie hebdomadaire de la plupart des gens. À l'intérieur, le message était bref et impératif. Votre présence est requise à la célébration du 70e anniversaire de Preston Harwick. Cravate noire, sans exception. Le devoir familial exige votre présence. Devoir familial? J'ai failli rire à ça. Où était le devoir familial quand j'ai obtenu mon diplôme de vétérinaire et que mon père a refusé d'y assister parce que je gaspillais mon potentiel?
Où était-il quand j'ai ouvert ma clinique et qu'il a dit à tout le monde au country club que j'étais mentalement instable? Où était-il quand ma mère est morte et qu'il m'a envoyé en pensionnat 3 jours après ses funérailles? Tu y vas, a demandé Beth, lisant mon visage comme elle le faisait toujours. Je ne lui ai pas parlé depuis 3 ans, ai-je dit, en me retournant vers les talons. La dernière fois, c'était au mariage de Roderick, quand il m'a présenté à ses partenaires commerciaux comme la déception de la famille. Mais quelque chose m'a fait garder cette invitation. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce cette petite partie pathétique de moi qui espérait encore que mon père pourrait enfin voir la valeur de ce que j'étais devenu. Ou peut-être était-ce autre chose, un instinct hérité de ma mère qui me disait que cette convocation particulière était différente. J'ai grandi dans ce manoir du Connecticut avec ses 23 pièces et ses jardins parfaitement entretenus. Chaque coin recelait un souvenir, surtout mauvais. La salle à manger, où mon père nous interrogeait sur les cours de la bourse pendant le dîner, punissant les mauvaises réponses par un silence qui pouvait durer des jours, le bureau où il me donnait des leçons pendant des heures sur mes échecs pendant que Roderick et Sterling étaient assis en souriant dans leurs costumes parfaitement repassés, la bibliothèque où ma mère me faisait passer des livres sur les animaux en douce, en murmurant qu'il était normal de rêver d'une vie différente. Mes frères avaient adopté l'entreprise familiale comme des requins le sang. Roderick, de 6 ans mon aîné, avait commencé à suivre notre père aux réunions du conseil d'administration quand il avait 14 ans. Sterling, de 3 ans mon aîné, avait son premier stratagème de délit d'initié mis au point dès sa dernière année de lycée, bien que mon père se soit assuré que cela ne le touche jamais légalement. C'étaient les vrais fils de Preston Harwick, façonnés à son image, impitoyables, calculateurs et complètement dévoués à l'autel de l'argent. Puis il y avait moi, le gamin qui ramenait à la maison des oiseaux blessés et essayait de les soigner dans des boîtes à chaussures, l'adolescent qui faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux au lieu d'assister aux réunions du country club de mon père, le fils qui a annoncé à sa remise de diplôme du lycée qu'il allait devenir vétérinaire, pas un cadre d'entreprise, et qui a vu le visage de son père passer du rouge au violet à une sorte de gris que je n'avais jamais vu auparavant. « Tu es en train de tuer le souvenir de ta mère », avait-il dit ce soir-là. « Elle aurait honte de ce que tu deviens. » Mais il avait tort. Ma mère, Vivien, avait été celle qui avait encouragé mon amour pour les animaux. Elle m'emmenait aux zoos tous les week-ends quand mon père voyageait pour affaires. Elle m'aidait à construire de petits hôpitaux pour mes animaux en peluche, avec de minuscules instruments chirurgicaux faits de trombones et d'élastiques. Sur son lit de mort, alors que le cancer avait presque tout emporté sauf sa voix, elle m'avait tenu la main et m'avait murmuré « Suis ton cœur, dit-on. Il connaît le chemin mieux que n'importe quelle carte que ton père pourrait dessiner. » Elle est morte 2 jours plus tard. J'avais 12 ans, et la seule personne dans cette immense maison qui m'avait jamais témoigné un amour inconditionnel était partie. Les funérailles ont été un flou de costumes noirs et de condoléances creuses. Mon père a prononcé un discours sur l'héritage et la force, sans jamais mentionner l'amour. Mes frères sont restés stoïques, apprenant déjà que les hommes Harwick ne pleurent pas. Mais j'ai sangloté jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et le regard de dégoût de mon père est gravé dans ma mémoire pour toujours. Après l'enterrement, il m'a envoyé à Exit Academy, un pensionnat où les enfants riches à problème étaient cachés. J'y ai passé 6 ans, ne rentrant à la maison que pour les fêtes obligatoires où je m'asseyais à la table du dîner comme un fantôme, pendant que ma famille discutait d'acquisition et de fusion. Le jour de mes 18 ans, j'ai pris le fonds fiduciaire de ma mère et je n'ai jamais regardé en arrière. Maintenant, toutes ces années plus tard, cette invitation était posée sur mon bureau entre les dossiers des patients et les carnets d'ordonnance. J'avais construit quelque chose que mon père ne pourrait jamais comprendre, une vie mesurée en animaux sauvés et en famille reconnaissante plutôt qu'en marge bénéficiaire. Ma clinique était devenue connue dans tout le Colorado pour prendre en charge les cas que les autres vétérinaires ne voulaient pas toucher, pour ne jamais refuser un animal dans le besoin, quelle que soit la capacité du propriétaire à payer. Mais cette invitation n'arrêtait pas de m'appeler. Une partie de moi, peut-être le garçon de 12 ans qui avait perdu sa mère, avait besoin de faire face à nouveau à cette maison. Avait besoin de revoir mon père une dernière fois et de lui montrer que sa définition de l'échec n'était pas la seule qui comptait. Alors, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai appelé Beth, je lui ai dit de libérer mon emploi du temps pour un long week-end, et j'ai réservé un vol pour le Connecticut. J'ai même acheté un smoking, le premier vêtement de cérémonie que je possédais depuis le lycée. En faisant mes valises, je me suis demandé ce que ma mère penserait de l'homme que j'étais devenu. J'espérais qu'elle serait fière. J'espérais qu'elle comprendrait que choisir la compassion plutôt que la richesse était sa propre forme de succès. La veille du vol, j'ai effectué une dernière intervention chirurgicale,
retirant une tumeur à un labrador de 10 ans dont la famille avait conduit pendant 3 heures pour me voir. Pendant que je travaillais avec soin, méthodiquement, sauvant une vie de mes propres mains, je pensais à la fête qui m'attendait, au père qui considérait ce travail comme indigne d'un Harwick, aux frères qui se moqueraient de mes choix. Je n'avais aucune idée que ma mère avait planifié cette nuit depuis 20 ans. Je n'avais aucune idée que tout ce que je pensais savoir sur ma famille était construit sur des mensonges. Tout ce que je savais, c'est que j'allais rentrer dans la maison qui avait essayé de me briser, portant une confiance empruntée et portant le poids de chaque choix qui m'avait éloigné du monde de mon père et m'avait conduit vers quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre, une vie construite sur la guérison au lieu de nuire, sur le service au lieu de la suprématie. Le garçon qui avait quitté ce manoir revenait en tant qu'homme qui sauvait des vies pour gagner sa vie. Je pensais que ce serait suffisant. Je me suis trompé. La fête était tout ce à quoi je m'attendais et pire encore. Le manoir Harwick avait été transformé en ce qui ressemblait à une salle de couronnement. Des tentures dorées et argentées pendaient de chaque arcade. Des sculptures de glace des logos de la société de mon père se tenaient comme des monuments figés à son ego, et un quatuor à cordes jouait dans le coin pendant que des serveurs en gants blancs circulaient avec du champagne qui coûtait probablement plus cher par bouteille que les paiements de voiture de la plupart des gens. Je suis arrivé délibérément en retard, espérant me faufiler inaperçu, mais dès que j'ai franchi ces portes massives, les têtes se sont tournées. La déception prodigue était revenue. Les conversations se sont arrêtées au milieu de la phrase alors que des visages familiers enregistraient ma présence avec des expressions allant de la surprise à l'amusement en passant par un dédain pur et simple. Dis con. Ma tante Meredith s'est approchée en premier, m'embrassant les joues en l'air tout en gardant ses distances, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais vraiment. Ton père a dit que tu étais probablement trop occupé avec ta petite pratique animale. Ce n'est pas petit, ai-je dit doucement. Nous effectuons plus de 3000 interventions par an. Elle a ri. Ce rire tintinabulant de la haute société. Cela ne voulait rien dire. Comme c'est charmant. Eh bien, tes frères sont au bar. Je suis sûr qu'ils seront ravis de te voir. Ravi n'était pas le mot que j'utiliserais. Roderick m'a repéré en premier, ses yeux se rétrécissant au-dessus de son verre de whisky. Il a poussé Sterling du coude, qui s'est retourné avec un sourire digne d'un requin. Ils se sont approchés ensemble, un front uni dans leur smoking de créateurs assortis, leurs femmes traînant derrière comme des accessoires coûteux. Eh bien, a dit Roderick, me regardant de haut en bas. As-tu loué ce smoking à l'heure? On dirait bien. Content de te voir aussi, Rod, ai-je répondu, refusant de mordre à l'hameçon. Sterling a tourné autour de moi comme si j'étais du bétail à la vente aux enchères. Jésus, dit con, tu sens la niche. T'es-tu au moins douché après avoir joué avec les chiens? Je me suis douché après avoir sauvé la vie d'un cheval ce matin, ai-je dit. Mais je suppose que ce n'est pas aussi impressionnant que le délit d'initié, n'est-ce pas, Sterling? Son visage s'est assombri. Fais attention à ta langue, petit frère. Tu es dans notre monde maintenant. Notre monde. J'ai regardé autour de moi les pans prétentieux de la haute société. Ce monde a cessé d'être le mien le jour où maman est morte. N'ose pas la mentionner, a rétorqué Roderick, en s'approchant. Tu n'en as pas le droit. Tu as abandonné cette famille. Tu as craché sur tout ce qu'elle et papa ont construit ensemble. Elle n'a pas construit ça, ai-je dit fermement. Elle l'a toléré. Il y a une différence. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, les lumières ont baissé, et un projecteur a illuminé le grand escalier. Mon père est apparu en haut, resplendissant dans un smoking qui coûtait probablement plus cher que mon hypothèque mensuelle. La foule a applaudi alors qu'il descendait, chaque pas mesuré pour un impact maximal. C'était la scène de Preston Harwick, et nous n'étions tous que des accessoires dans sa performance. Il a d'abord fait le tour de la salle, serrant la main à des sénateurs et à des PDG, riant à des blagues qui n'étaient pas drôles, acceptant les félicitations pour une vie construite en marchant sur les autres. Quand il m'a finalement atteint, son sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. « Dis con », a-t-il dit, le mot sonnant comme quelque chose d'amer dans sa bouche. « Je vois que tu as réussi à trouver quelque chose d'approprié à porter. »« Bonjour papa. » Il m'a étudié pendant un long moment, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de l'amour, pas même de la haine. Du dégoût. Du dégoût pur et sans mélange pour le fils qui avait choisi un chemin différent. « Mélange-toi si tu dois, a-t-il dit. Mais ne me fais pas honte, dit-il. Ce sont des gens importants,
pas le genre de racaille que tu fréquentes habituellement. Il s'éloigna avant que je puisse répondre, me laissant seul au milieu d'une foule de personnes qui semblaient toutes savoir à quel point j'étais insignifiant pour le grand Preston Hardwick. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait et j'ai trouvé un coin où je pouvais observer sans être observé. C'est alors que j'ai remarqué la scène installée à l'extrémité de la salle de bal, un podium avec un microphone clairement préparé pour des discours. Le dîner était insupportable. J'étais assis à une table avec des parents éloignés qui ont passé tout le repas à discuter de leur portefeuille et de leur maison de vacances, tout en évitant soigneusement de me poser des questions sur ma vie. Toutes les quelques minutes, je surprenais quelqu'un à une autre table qui me montrait du doigt, chuchotant derrière ses mains. Le mouton noir exposé. Puis vint le moment où tout a changé. La musique s'est arrêtée, les lumières se sont concentrées sur le podium, et mon père a pris le microphone. La salle s'est tue, pleine d'attente. C'était pour ça qu'ils étaient tous venus, la grande annonce de Preston Hardwick concernant son héritage. Amis, famille, collègues estimés, commença-t-il, sa voix portant ce ton impérieux qui avait écrasé concurrents et employés pendant des décennies. Ce soir marque non seulement mon 70e anniversaire, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour Hardwick Industries. La foule murmura avec excitation. Roderick et Sterling se rapprochèrent de la scène, leurs femmes agrippant leurs bras, comptant déjà leurs millions. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai passé ma vie à construire un empire à partir de rien. D'une seule usine à Bridgeport à des opérations s'étendant sur 3 continents, Hardwick Industries témoigne de ce que l'ambition et la discipline peuvent accomplir. Les applaudissements tonnèrent dans la salle. Mon père s'y est baigné, les laissant l'inonder comme une bénédiction. Mais les empires ne sont pas construits pour mourir avec leur fondateur, continua-t-il. Ils sont construits pour durer, pour grandir, pour évoluer sous une nouvelle direction. Ce soir, j'annonce ma retraite et la division de tout ce que j'ai créé. C'était ça. Le moment pour lequel mes frères s'étaient entraînés toute leur vie, le moment où j'avais cessé de m'en soucier il y a des années, ou du moins c'est ce que je m'étais dit. À mon fils aîné, Roderick, dont l'esprit stratégique et le dévouement impitoyable se sont avérés inestimables, je laisse la division de la fabrication, y compris toutes les installations en Amérique du Nord, les propriétés du Connecticut et de Palm Beach, ma collection de yachts et 18 millions de dollars d'actifs liquides. La salle explosa en applaudissements. Roderick s'avança, levant son verre à son père, son visage rayonnant de triomphe. Camilla posa à ses côtés alors que les photographes capturaient l'instant, l'héritier présumé réclamant son trône. À Sterling, mon deuxième fils, dont la vision de l'expansion internationale a dépassé toutes les attentes, je laisse nos opérations européennes, les partenariats asiatiques, le Penthouse de Manhattan, la collection d'art estimée à 12 millions et encore 18 millions de dollars d'actifs liquides. Encore plus d'applaudissements, encore plus fort qu'avant. Sterling fit sa révérence, ce sourire de requin plus large que jamais. Sa femme, Natasha, fit même une révérence, comme si elle venait d'être couronnée princesse de quelque chose d'important. Alors les yeux de mon père me trouvèrent dans mon coin. La salle sembla retenir son souffle. Et maintenant, je dois m'adresser à mon plus jeune fils, dit-on. Toutes les têtes se tournèrent vers moi, le poids de 200 regards pesant comme une force physique. Je posai mon verre de champagne et me redressai, me préparant à l'impact. Dit-on, à qui on a donné toutes les opportunités, tous les avantages, toutes les chances de faire partie de quelque chose de magnifique. Dit-on, qui a choisi de gaspiller son éducation, son potentiel, son droit d'aînesse pour une profession à peine digne d'être appelée une profession. Les mots frappaient comme des coups de poing, chacun visant précisément. Mais j'avais déjà été frappé. Je pouvais encaisser. Alors que ses frères construisaient leur avenir à mes côtés, Dicon s'est enfui pour jouer au docteur pour animaux. Alors qu'ils apprenaient à commander des salles de conseil, il apprenait à pelleter du fumier. Alors qu'ils devenaient des hommes d'importance, ils ne devenaient rien. Quelqu'un haleta. Plusieurs personnes rirent. Mes frères se tenaient côte à côte, unis dans leur victoire, regardant mon humiliation avec un plaisir non dissimulé. Par conséquent, dit mon père, sa voix s'élevant pour remplir chaque coin de la pièce, à Dicon, je laisse exactement ce qu'il a contribué à l'héritage de cette famille, rien, pas un seul centime, pas une propriété, pas même un jeton pour se souvenir de moi. Il a choisi de n'être rien pour cette famille, alors rien n'est ce qu'il reçoit. Le silence qui suivit fut absolu. Puis, en partant de la table où étaient assis les partenaires commerciaux de mon père, les applaudissements commencèrent, lents au début, puis augmentant jusqu'à un crescendo qui fit trembler les lustres.
Les gens lui faisaient même une standing ovation pour m'avoir déshérité. Tu n'as jamais été digne, dit mon père dans le microphone, me regardant directement. Jamais digne du nom Harwick, jamais digne de la mémoire de ta mère, jamais digne d'être mon fils. La foule rugit son approbation, des coupes de champagne levées en l'honneur de l'honnêteté brutale de mon père, de sa force à couper la faiblesse de son arbre généalogique. J'ai vu des gens que je connaissais depuis l'enfance rire ouvertement de ma disgrâce. Même le personnel de service semblait apprécier le spectacle. C'est alors que j'ai su que je devais partir. Pas courir, pas fuir, mais sortir avec toute la dignité que je pouvais sauver de cette exécution publique. Je me suis dirigé vers la porte, mais pas assuré malgré le tremblement de terre dans ma poitrine, ignorant les chuchotements et les rires qui suivaient dans mon sillage. J'étais assis dans mon camion dans l'allée circulaire du manoir, mes mains tremblant alors que je tenais l'enveloppe que Walter Grimby avait glissée dans ma paume. Le seau de cire portant les initiales de ma mère semblait pulser sous la lumière au-dessus de ma tête. À travers les fenêtres du manoir, je pouvais encore voir la fête continuer, des ombres de gens dansant et riant, célébrant mon effacement de l'héritage familial. Le papier à l'intérieur était épais, de couleur crème, le genre que ma mère avait toujours utilisé pour les correspondances importantes. Son écriture, toujours élégante après 20 ans, me serra la gorge. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire. Mon très cher Dicon, si tu lis ceci, ton père vient de montrer sa vraie nature au monde, et tu dois connaître la vérité sur la raison pour laquelle je suis vraiment morte. J'ai dû lire cette ligne 3 fois avant de comprendre. Ma mère avait prédit ce moment précis, cette trahison exacte il y a 20 ans. Comment était-ce possible? Je ne suis pas morte du cancer, mon amour. Le cancer était réel, mais il a été induit. J'ai été empoisonné lentement, méthodiquement, par quelqu'un qui voulait me voir disparaître, cette personne était ton père. Mes mains sont devenues insensibles. J'ai failli laisser tomber la lettre mais je me suis forcé à continuer à lire. 6 mois avant mon diagnostic, j'ai découvert quelque chose sur Preston qui a tout changé. Ton grand-père, mon père Theodore Brennan, n'était pas seulement le partenaire commercial de Preston. Il était le véritable inventeur de tous les brevets qui ont lancé Harwick Industries. Ton père les a volés, a falsifié des documents pour en revendiquer la propriété, puis a détruit ton grand-père financièrement et émotionnellement. Mon père est mort d'une crise cardiaque quand tu avais 3 ans, mais c'était vraiment un cœur brisé à cause de la trahison. Je me souvenais vaguement de mon grand-père, un homme gentil aux mains douces qui me laissait jouer avec sa montre de poche. Mon père nous avait dit qu'il était faible, un raté qui ne pouvait pas supporter la pression des affaires. Un autre mensonge dans un empire construit sur eux. J'ai confronté Preston avec les preuves que j'avais trouvées dans les anciens dossiers de ton grand-père, des relevés bancaires, des dessins originaux de brevets avec la signature de mon père, même des correspondances discutant des inventions avant que Preston ne les revendique. Je lui ai dit que j'allais le dénoncer. C'était mon erreur. J'aurais juste dû prendre vous les garçons et m'enfuir, mais je pensais que je pouvais le traduire en justice. La lettre continuait, détaillant comment sa mystérieuse maladie avait commencé quelques semaines après cette confrontation. Comment les médecins ne pouvaient pas expliquer la nature agressive de son cancer ou pourquoi le traitement semblait l'aggraver. Comment Preston avait insisté sur un oncologue spécifique, le docteur Martin Huit, qui avait pris sa retraite en Suisse immédiatement après sa mort. J'ai commencé à enregistrer nos conversations quand j'ai réalisé ce qui se passait. Preston m'apportait des thés spéciaux, insistant sur le fait qu'ils aideraient avec la nausée. Il se tenait là et me regardait boire chaque goutte. Dans un enregistrement, il m'a dit, « Tu aurais dû te taire, Vivian. Certaines vérités sont trop chères à dire. » Ma mère avait passé ces derniers mois non seulement à mourir, mais aussi à monter un dossier. Elle avait caché des preuves dans un coffre-fort à la Union Federal Bank, numéro de coffre 1247. Elle avait transféré les droits de brevets originaux, qu'elle avait hérités de son père sans que Preston le sache, dans une fiducie secrète. Les brevets eux-mêmes ont expiré il y a des années, mais les technologies dérivées sont encore utilisées. Chaque composant de smartphone fabriqué par Harwick Industries, chaque dispositif médical, chaque instrument aérospatial, ils découlent tous du travail original de mon père. Les redevances auraient dû être les vôtres depuis le début. Je me suis assuré qu'elles soient collectées dans une fiducie à ton nom par le biais de mon nom de jeune fille, Brennan. Elle expliqua ensuite comment elle avait tout structuré par l'intermédiaire de Walter Grimby, lui faisant promettre d'attendre le 70e anniversaire de Preston, sachant que ce serait le moment où il me déshériterait officiellement, et que j'aurais le plus besoin de ces informations.
Il y a environ 100 millions de dollars sur le compte maintenant, peut-être plus. Mais l'argent n'est pas le vrai cadeau, mon chéri. La vérité est qu'à l'intérieur du coffre-fort, tu trouveras tout, les brevets originaux, les documents falsifiés que Preston a créés, les enregistrements de nos conversations et le témoignage vidéo que j'ai fait depuis mon lit d'hôpital dont Walter a été témoin et a fait notarier. J'ai regardé le manoir, la lumière chaude qui se déversait de ses fenêtres. À l'intérieur de cette maison, mon père célébrait sa victoire sur moi tout en se tenant sur les os de l'homme qu'il avait détruit et de la femme qu'il avait assassinée. Tu as un choix maintenant, dit-on. Tu peux prendre l'argent et disparaître, vivre ta vie libre de l'ombre Harwick, ou tu peux utiliser ce que je t'ai laissé pour le détruire comme il a détruit tant d'autres. Je ne te dirai pas ce que tu dois choisir. Je fais confiance à ton cœur, comme je l'ai toujours fait. La dernière section de la lettre était plus personnelle, plus douloureuse à lire. J'ai besoin que tu saches que chaque fois que tu as fait preuve de gentillesse envers un animal, chaque fois que tu as choisi la compassion plutôt que le profit, tu as honoré la mémoire de mon père et mon amour pour toi. Tes frères sont devenus les fils de Preston, mais tu es resté le mien. C'est pourquoi je t'ai choisi pour ça. Non pas parce que tu es le plus jeune ou le plus faible, comme Preston le croit, mais parce que tu es le seul avec assez d'intégrité pour gérer la vérité sans être corrompu par elle. Elle avait inclus des instructions spécifiques. Contacte Walter immédiatement. Va à la banque lundi matin à la première heure. À l'intérieur du coffre, il y aura une clé USB avec des enregistrements numérisés et un contact au FBI qui attend depuis 20 ans son appel qui n'est jamais venu. Quoi que tu décides, sache que je t'ai aimé plus que la vie elle-même. Sache que chaque moment que j'ai passé avec toi valait tout le prix que j'ai payé. Et sache que la cruauté de ton père envers toi n'est pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu lui rappelles la seule personne qu'il n'a jamais pu vraiment vaincre, moi. La lettre était signée simplement, « Tout mon amour pour toujours, maman ». Sous sa signature se trouvait un post-scriptum. L'enregistrement du 15 février 2004 est particulièrement important. Preston discute du protocole d'accélération avec le Dr. 8. Assure-toi que les autorités entendent celui-là. J'ai appelé le téléphone portable de Walter. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il attendait. Tu l'as lu, dit-il. Ce n'était pas une question. Est-ce vrai? Tout ça? Chaque mot. Je porte ce fardeau depuis 20 ans, dit-on. Ta mère a fait de moi l'exécuteur de sa succession fantôme, celle que Preston n'a jamais connue. J'ai la clé du coffre-fort. Nous pouvons y aller lundi matin à l'ouverture de la banque. Walter, savais-tu qu'il la tuait? Il y eut une longue pause. Je me doutais, mais je n'avais aucune preuve jusqu'à ce qu'elle me donne ses enregistrements. À ce moment-là, elle m'a fait promettre d'attendre. Elle a dit, si j'agis trop tôt, Preston vous détruira, vous aussi, les garçons. Elle est morte pour vous protéger. J'ai démarré mon camion. Le moteur a grondé, noyant la musique lointaine de la fête. Lundi matin, 9 h. Union Fédérale Banque. Dis-con, tu dois savoir qu'une fois que tu auras ouvert ce coffre, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta mère a tout documenté méticuleusement. Le FBI devra agir. Ton père sera arrêté. L'entreprise s'effondrera. Tes frères perdront tout. J'ai pensé au sourire narquois de Roderick quand j'ai quitté la fête. Au rire de Sterling, à la voix de mon père disant que je n'avais jamais été digne. Bien, dis-je. Que tout brûle. J'ai quitté le manoir, laissant derrière moi le monde qui m'avait rejeté, portant le fantôme de l'amour de ma mère et l'arme qu'elle avait forgée à partir de la vérité. Lundi apporterait le règlement de compte. Dimanche soir, je devais décider exactement comment utiliser le pouvoir qu'elle m'avait laissé. Le garçon qui était entré dans cette fête dans l'espoir d'être accepté était parti. À sa place était assis un homme avec la preuve d'un meurtre et les moyens de rendre justice. Ma mère avait joué un jeu de longue haleine, un jeu qui s'étendait sur des décennies et atteignait au-delà de la mort elle-même. C'était maintenant à mon tour de faire le dernier geste. Lundi matin est arrivé gris et pluvieux, un temps approprié pour la résurrection et la vengeance. Walter m'a rencontré à la Union Fédérale Banque précisément à 9 h, portant une mallette et arborant la même expression que les prêtres portent probablement avant d'administrer les derniers sacrements. La directrice de la banque, une femme nommée Patricia Chen, avait été informée par Walter de notre venue. Elle nous a conduits dans une salle de visionnage privée au sous-sol de la chambre forte, ses talons claquant sur le sol en marbre comme un compte à rebours. Le coffre 1247 était plus grand que ce à quoi je m'attendais,
l'un des anciens modèles qui nécessitait 2 clés. Walter a produit la sienne. J'ai signé les papiers d'authentification, et Patricia nous a laissés seuls avec 20 ans de secret. À l'intérieur, ma mère avait tout organisé avec le même soin méticuleux qu'elle avait utilisé autrefois pour arranger les photos de famille, des dossiers étiquetés, des enregistrements chronologiques sur une clé USB, des documents originaux et des pochettes de protection. Le premier dossier contenait les brevets originaux, l'écriture réelle de mon grand-père Theodore Brennan décrivant des innovations qui finiraient par générer des milliards. Agrafé à chaque brevet se trouvait la version falsifiée de Preston, les signatures manifestement différentes lorsque vous les voyez côte à côte. Ma mère avait également inclus des relevés bancaires montrant que Preston avait payé un faussaire nommé Marcus Webb $30 000 quelques jours avant de déposer les faux brevets. La clé USB contenait 43 enregistrements audio. Je l'ai branché sur l'ordinateur portable de Walter et j'ai sélectionné le 15 février 2004, celui que ma mère avait spécifiquement mentionné. La voix de mon père a rempli la pièce, désinvolte et froide. La posologie actuelle ne fonctionne pas assez vite, Martin. Chaque jour où elle vit un jour de plus, elle pourrait parler. J'ai besoin que tu augmentes le thallium. Pas assez pour déclencher une autopsie, mais assez pour accélérer les choses. La voix nerveuse du docteur 8 a répondu, Preston, cela dépasse déjà ce dont nous avons discuté. Le conseil d'éthique révoquerait ma licence. Le conseil d'éthique ne le saura jamais. Elle a le cancer, Martin. Les gens atteints de cancer meurent. Fais juste que ça arrive plus vite. Encore 2 semaines maximum. J'ai cette fusion avec Keltec qui arrive, et je ne peux pas la laisser la perturber avec ses accusations. Mon estomac s'est retourné. Walter a dû mettre l'enregistrement en pause pendant que je sortais pour me calmer. Quand je suis revenu, nous avons continué à examiner les preuves, le témoignage vidéo de ma mère, maigre et mourante, mais farouche de détermination, détaillant tout ce qu'elle avait découvert. Des relevés financiers montrant le compte offshore qu'elle avait établi à mon nom sous Brennan, contenant les redevances des entreprises utilisant encore les dérivés de brevets volés. Le solde actuel était de 137 millions de dollars. Ta mère était brillante, dit Walter doucement. Elle a utilisé son nom de jeune fille et les anciens avocats de son père au Canada. Preston n'a jamais su que les brevets avaient des revendications dérivées qui ont survécu à l'expiration. Tous les grands fabricants qui ont concédé des améliorations aux conceptions originales paient des redevances à la Brennan Trust depuis 20 ans. Nous avons passé 3 heures à tout documenter, à faire des copies, à organiser les preuves en un dossier pouvant être poursuivi. Walter avait maintenu le contact avec l'agent du FBI Diana Morse, qui avait essayé d'enquêter sur Preston il y a des années, mais n'avait jamais pu trouver suffisamment de preuves. Un appel téléphonique de Walter, et elle a accepté de nous rencontrer immédiatement. La rencontre avec l'agent Morse a eu lieu dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Elle a examiné les preuves avec l'intensité de quelqu'un qui attendait ce moment depuis le début de sa carrière. C'est ça, dit-elle après 2 heures. C'est suffisant pour des accusations de meurtre, de fraude, de vol de brevets, de conspiration. Preston Harwick est fini. Elle voulait agir immédiatement, mais j'avais une autre idée. Sa fête de retraite. Il cède les entreprises à mes frères ce vendredi au siège de Harwick Industries. Tous les investisseurs, les membres du conseil d'administration et les médias seront présents. L'agent Morse sourit lentement. Vous voulez que ce soit public. Je veux que tous ceux qui ont applaudi sa cruauté le regardent tomber. Vendredi est arrivé comme le tonnerre. Le siège de Harwick Industries avait été transformé en lieu de célébration, Preston prévoyant de signer les documents de transfert sur scène devant 500 témoins. Je suis arrivé avec Walter, l'agent Morse et 6 autres agents fédéraux. La sécurité a essayé de nous arrêter, mais les insignes du FBI ont une façon d'ouvrir les portes. La salle principale était bondée. Preston se tenait sur scène avec Roderick et Sterling, tous les 3 dans leur costume parfait, se préparant à signer les documents qui transféreraient l'Empire. La foule était remplie des mêmes visages que lors de la fête d'anniversaire, plus des journalistes des principales publications financières. J'ai remonté l'allée centrale. Preston m'a vu en premier, son visage passant de l'agacement à la confusion en remarquant les agents fédéraux derrière moi. La foule commença à murmurer, les caméras se tournant vers nous. Deacon Rodri parla dans le microphone. « Qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» Je montais les marches de la scène, Walter et l'agent Maurice à mes côtés. La pièce entière était devenue silencieuse, des centaines de personnes retenant leur souffle. Avant de signer ces papiers, papa, dis-je,
ma voix portant sans le microphone, vos investisseurs devraient savoir que Harwick Industries est entièrement construite sur une technologie volée. Preston rit, ce rire méprisant que j'avais entendu toute ma vie. Espèce de créature pathétique. Tu es tellement en manque d'attention que tu interromps ma retraite avec des fantasmes. Pas des fantasmes, des faits. Je me tournai pour m'adresser directement au public. Chaque brevet qui a lancé cette entreprise a été volé à Theodore Brennan, mon grand-père. J'ai les documents originaux, les faux et les relevés bancaires montrant que Preston Harwick a payé pour de faux brevets. La foule éclata en murmures choqués. Les journalistes se précipitèrent en avant, les caméras crépitant. Le visage de Preston était passé du rouge au blanc. Tu es délirant, grogna-t-il. Ton grand-père était un raté incapable de gérer les affaires. Mon grand-père était un génie dont vous avez volé le travail. Mais ce n'est même pas le pire. Je sortis mon téléphone et le connectai au système de sonorisation de la salle. Ceci est un enregistrement du 15 février 2004. La voix de Preston remplit la salle, discutant du protocole d'accélération avec le docteur 8, lui disant d'augmenter le poison. La foule haleta en l'écoutant planifier avec désinvolture le meurtre de sa femme. Plusieurs personnes se couvrirent la bouche d'horreur. Les caméras ont tout enregistré. C'est fabriqué, cria Preston, mais sa voix se brisa. Ce n'est pas réel. L'agent Morse s'avança, un signe levé. Preston Harwick, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude, conspiration et vol de brevets. Vous avez le droit de garder le silence. Les agents fédéraux s'avancèrent vers lui. Preston regarda Roderick et Sterling, qui restèrent figés, leur empire hérité s'effondrant en temps réel. Puis il me regarda avec une haine pure. Tu as tout détruit, siffla-t-il alors qu'il le menottait. Non, répondis-je calmement. Tu as tout détruit quand tu l'as tué. Je ne fais que te rendre l'appareil. Alors qu'il l'emmenait, la foule explosa dans le chaos, des journalistes hurlant des questions, des investisseurs exigeant des réponses, des membres du conseil d'administration fuyant comme des rats d'un navire qui coule. Roderick attrapa mon bras. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu nous as ruinés. L'entreprise, notre argent, tout. Tout construit sur le meurtre et le vol, dis-je en me dégageant. Ce n'était jamais vraiment à vous. Sterling était là, son sourire de requin enfin disparu, remplacé par le regard de quelqu'un qui regarde son monde se terminer. Les maisons, les comptes, ils vont tout geler. Ils le feront, confirma Walter. Chaque actif dérivé des brevets volés sera saisi en attendant l'enquête. Je quittai cette scène, laissant mes frères en ruine, mon père en détention et un empire en cendres. La foule s'écarta à mon passage, certains avec horreur, d'autres avec quelque chose comme du respect. Dehors, l'agent Maurice dirigeait Preston dans un véhicule fédéral pendant que des fourgonnettes de presse arrivaient en essaim. Ta mère serait fière, dit Walter à côté de moi. Je pensais à sa lettre, au choix qu'elle m'avait donné. J'aurais pu prendre l'argent et disparaître, mais cela aurait laissé son meurtre impuni, l'héritage de son père volé. Au lieu de cela, j'avais choisi la justice plutôt que le confort, la vérité plutôt que la famille, exactement comme elle avait su que je le ferais. Monsieur Harwick, un journaliste me tendit un microphone. Qu'est-ce que ça fait de détruire son propre père? Je regardai directement la caméra, sachant que cela passerait sur toutes les chaînes le soir même. Il n'a jamais été mon père. Les pères n'assassinent pas les mères. Il n'était que Preston Harwick. Et maintenant, tout le monde sait exactement ce que cela signifie. Le véhicule fédéral s'éloigna avec Preston à l'arrière, son empire s'effondrant derrière lui comme un château de cartes dans un ouragan. Mes frères survivraient, mais ils ne seraient plus jamais les princes de quoi que ce soit. Les investisseurs intenteraient des procès, les procureurs condamneraient, et le nom Harwick deviendrait synonyme de trahison. J'étais entré dans ce bâtiment en tant que fils renié, la déception de la famille, celui qui n'était pas digne. Je suis reparti en tant que seul Harwick qui avait choisi la vérité plutôt que le trésor, le seul à qui ma mère avait fait confiance avec son dernier stratagème. Le garçon qui avait été publiquement humilié à la fête d'anniversaire de son père était devenu l'homme qui avait fait tomber un empire avec rien d'autre que des preuves et du courage. La justice, ai-je appris ce jour-là, est le meilleur héritage de tous. 6 mois après l'arrestation de Preston Harwick, je me tenais dans la salle de traitement principale de l'hôpital Memorial Vivian Brennan pour animaux, le plus grand centre de traumatologie vétérinaire de l'ouest des États-Unis. Le soleil du matin traversait des fenêtres qui s'étendaient du sol au plafond,
illuminant des blocs opératoires équipés d'une technologie que la plupart des hôpitaux humains envieraient. Ce n'était plus seulement une clinique. C'était un témoignage de ce qui pouvait être construit avec la vérité au lieu de mensonges. Le procès avait été rapide et impitoyable. Preston Harwick, l'homme qui avait passé 70 ans à écraser les autres sous son ambition, était assis dans une salle d'audience fédérale pendant que des enregistrements après des enregistrements passaient sa propre voix le condamnant. L'accusation a présenté le témoignage vidéo de ma mère, filmé quelques jours avant sa mort, décrivant comment son thé avait un goût de plus en plus étrange chaque jour, comment Preston la regardait le boire avec une satisfaction froide. Le docteur Martin Hewitt, bénéficiant de l'immunité pour son témoignage, a confirmé chaque détail du protocole d'empoisonnement. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures, coupable de tous les chefs d'accusation, peine de prison à vie sans libération conditionnelle. J'ai assisté à tous les jours du procès, assis au premier rang où Preston pouvait me voir. Il n'a jamais regardé de mon côté, pas une seule fois. Même lorsqu'ils l'ont emmené avec des chaînes, il a gardé les yeux fixés vers l'avant, toujours trop fier pour reconnaître le fils qu'il avait fait tomber. Roderick et Sterling étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, leurs costumes de créateurs remplacés par des articles de magasins à rabais. Ils avaient tout perdu lorsque les actifs ont été gelés, les maisons, les yachts, les comptes bancaires, tous saisis par les autorités fédérales. 3 semaines après le verdict, Roderick s'est présenté à ma clinique à Denver. Il était différent sans ses costumes à $3000 et ses coupes de cheveux à $100, juste un homme en jean et une veste debout sur mon parking comme s'il ne savait pas comment il était arrivé là. J'ai besoin d'un emploi, dit-il sans préambule. N'importe quel emploi. Je nettoierai les chenils, répondrai au téléphone, tout ce que vous avez. J'ai étudié mon frère aîné, cet homme qui avait passé toute sa vie à croire qu'il m'était supérieur. Pourquoi ici? Pourquoi moi? Parce que tu es le seul qui a réellement construit quelque chose de réel, admit-il, les mots lui coûtant clairement. Tout ce que j'avais a été volé. Je le vois maintenant. J'ai besoin d'apprendre à gagner quelque chose honnêtement. Je l'ai embauché comme réceptionniste. Il était terrible au début, son arrogance le faisant réprimander les clients qui ne bougeaient pas assez vite à son goût. Mais progressivement, quelque chose a changé. Peut-être était-ce de voir des animaux souffrir et les gens qui les aimaient assez pour dépenser leurs économies pour un traitement. Peut-être était-ce de me regarder travailler 18 heures par jour non pas pour de l'argent, mais parce que le Golden Retriever d'une famille avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Quoi qu'il en soit, Roderick a commencé à s'adoucir. 6 mois plus tard, il était mon chef de bureau, et pour la première fois de notre vie, nous étions vraiment frères. Sterling a pris un chemin différent. Il s'est enfui en Europe, essayant de profiter du nom Harwick jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était devenu toxique. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il enseignait l'anglais à Prague, vivant dans un studio, apprenant ce que signifiait survivre grâce à son mérite plutôt qu'à la manipulation. Il m'a envoyé une lettre une fois, juste 2 lignes, tu avais raison. Je suis désolé. Je n'ai jamais répondu, mais j'ai gardé la lettre. Le Brennan Trust, l'héritage secret de ma mère, avait atteint près de $150 millions au moment où j'y ai eu accès. J'aurais pu tout garder, vivre comme les frères qui s'étaient moqués de moi pour avoir choisi la pauvreté. Au lieu de cela, je l'ai utilisé pour construire quelque chose que ma mère aurait aimé. L'hôpital a pris 60 millions. 30 autres sont allés à la création de la fondation Theodore Brennan, fournissant des soins vétérinaires gratuits aux familles qui ne pouvaient pas se le permettre. J'ai gardé le reste investi, en utilisant les revenus pour financer les opérations en cours. Walter Grimby a visité l'inauguration de l'hôpital, se promenant dans les installations à la pointe de la technologie avec des larmes dans les yeux. Vivien serait si fier, dit-il, me regardant effectuer une opération de démonstration pour des étudiants vétérinaires. Tu ne l'as pas seulement vengée, tu l'as honorée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, répondis-je, me souvenant de sa lettre. Elle ne m'a pas seulement laissé des preuves. Elle m'a laissé un choix. J'aurais pu prendre l'argent et disparaître, vivre tranquillement quelque part où Preston ne pourrait plus jamais me faire de mal. Mais elle savait que je ne le ferais pas. Elle savait que je choisirais la justice. Comment le savait-elle? Demanda Walter. Je pointai une plaque sur le mur, la citation préférée de ma mère gravée en laiton, l'intégrité, c'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde. En dessous, en plus petites lettres, Vivien Brennan Harwick, 1954 à 2004, a jamais aimé. Parce qu'elle m'a élevé, dis-je simplement,
et elle savait qu'aucune somme d'argent ne pourrait corrompre ce qu'elle m'avait appris. 1 an après l'ouverture de l'hôpital, j'ai reçu une lettre de Preston de la prison fédérale. Son écriture était tremblante, les mots brefs, ta mère a gagné. C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ses crimes, juste ces 3 mots. J'ai encadré la lettre et l'ai accrochée dans mon bureau, pas comme un trophée, mais comme un rappel que la victoire ne consiste pas toujours à ce que vous gagnez. Parfois, il s'agit de ce que vous refusez de perdre. Le matin où je vous raconte cette histoire, j'ai opéré un chien policier abattu dans l'exercice de ses fonctions. L'officier, un sergent à l'air dur nommé Rodriguez, a pleuré quand je lui ai dit que son partenaire se rétablirait complètement. Il a essayé de payer, mais je lui ai montré la politique de la fondation, les animaux de service sont toujours soignés gratuitement. Alors qu'il me remerciait en larmes, j'ai pensé à la fête d'anniversaire de mon père, à la salle remplie de gens qui avaient applaudi mon humiliation. Aucun d'eux ne comprendrait pourquoi ce moment, la gratitude de cet officier, valait plus que tout héritage que Preston aurait pu me laisser. Mais ma mère aurait compris. Elle savait que la richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans les vies que vous touchez, les torts que vous réparez, l'amour que vous laissez derrière vous. Je dirige le plus grand centre de traumatologie animale de 5 États. Maintenant, nous soignons plus de 10 000 animaux par an, dont la moitié à coût réduit ou gratuitement. Des étudiants vétérinaires viennent de tout le pays pour se former ici, apprenant non seulement la médecine, mais aussi la compassion. Les murs sont couverts de photos de familles reconnaissantes, leurs animaux de compagnie vivant parce que nous existons. C'est mon empire, construit sur la guérison au lieu de nuire, financé par la justice au lieu du vol. Preston Harwick est assis dans une cellule, son héritage détruit, son nom un conte édifiant sur le prix de la cruauté. Mes frères ont appris trop tard que la richesse héritée ne vaut rien quand elle est construite sur le sang. Mais j'ai appris autre chose, quelque chose que ma mère s'est assurée que je comprendrais, même s'il a fallu 20 ans pour le découvrir. Le plus grand héritage n'est pas l'argent, les biens ou le pouvoir. C'est la vérité qui vous libère et le courage de l'utiliser. Ma mère savait qu'elle était mourante, savait que Preston échapperait à la justice si elle agissait trop tôt. Alors elle a joué le jeu à long terme, a fait confiance à son plus jeune fils pour qu'il finisse par se tenir là où je me tiens maintenant, entouré de vie et de but au lieu d'avidité et de vide. Chaque matin, quand j'entre dans cet hôpital, je vois son nom au-dessus de la porte. Chaque vie que nous sauvons, chaque famille que nous aidons, chaque étudiant que nous incitons à choisir le service plutôt que l'égoïsme, tout cela fait partie de son plan. Elle n'a pas seulement exposé les crimes de Preston. Elle a fait en sorte que tout ce qu'il a volé soit transformé en quelque chose qui sauverait des vies pendant des générations. C'est la vraie vengeance, la justice parfaite. Preston a passé sa vie à prendre aux autres, et maintenant le fils de sa victime passe chaque jour à redonner. Il a construit un empire sur la mort, et j'ai construit un hôpital sur la vérité concernant cette mort. Il est mort à l'intérieur d'une prison fédérale, mais ma mère vit dans chaque animal que nous sauvons, chaque famille que nous aidons, chaque moment de grâce que nous créons à partir de sa disgrâce. Si vous regardez cette vidéo et qu'on vous a déjà dit que vous n'étiez pas digne, que vous n'aviez pas d'importance, que choisir la gentillesse plutôt que la cruauté vous rendait faible, souvenez-vous de ceci. Les qualités mêmes qui ont fait que mon père me rejette étaient celles qui ont fait que ma mère me confie son dernier secret. La compassion qu'il considérait comme une faiblesse est devenue la force qui l'a fait tomber. L'intégrité qu'il se moquait comme étant de la stupidité est devenue le fondement de quelque chose qu'il ne pourrait jamais construire, acheter ou voler, quelque chose de réel, de durable et de bon. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous rejettent, mais par ce que vous choisissez de construire malgré ce rejet. Votre héritage n'est pas ce que les autres vous laissent, mais ce que vous créez à partir de la vérité de qui vous êtes. Je m'appelle Deacon Harwick, et je suis le fils que Preston Harwick disait ne valoir rien. Aujourd'hui, je vaux 150 millions de dollars, mais surtout, je vaux les milliers d'animaux que j'ai sauvés, les étudiants que j'ai formés, le frère que j'ai pardonné et la mère que j'ai honorée. C'est mon héritage, mon legs, ma vérité. Et tout a commencé avec une enveloppe scellée et l'amour parfait et patient d'une mère. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été confronté au rejet de ceux qui auraient dû le plus vous aimer, je veux que vous sachiez que votre valeur n'est pas diminuée par leur aveuglement. Aimez cette vidéo si elle vous a touché le cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que choisir l'intégrité plutôt que l'héritage est toujours le bon choix. Commentez ci-dessous avec votre propre histoire de surmonter le rejet familial ou de trouver votre valeur au-delà des opinions des autres. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur la justice, la rédemption et les façons inattendues dont la vérité trouve son chemin vers la lumière.
N'oubliez pas, parfois, le plus grand cadeau n'est pas ce qu'on vous donne, mais ce que vous êtes assez fort pour découvrir.